Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons parler des symétries de jauge, c'est-à-dire des lois et des constantes de l'univers. Conceptualisons le néant comme un champ infini de plein potentiel, un champ de toutes les probabilités, mais un champ non formalisé, chaotique, incapable de se structurer. Puis, un point, dans ce champ informationnel, se révèle doté d'une forme de perspicacité, ce qui contredit l'essence même du néant informel. Ce point se retrouve donc écrasé par une tentative de purge, car c'est une contradiction à l'infinité par la localisation probable devenue tangible. Cette différenciation dans l'indiffération générale mérite d'être réprimée. Elle se retrouve donc comprimée dans le but de son annihilation totale. Mais ce point se développe vers son centre, créant sa dimension inférieure, intérieure, refuge, caché au néant, mais alimenté par celui-ci, par la pression virtuelle, mais infinie, qui est subie. Elle change alors de phase, ce point, donc ce zéro, change de phase et devient la première forme d'énergie tangible, la pression. Ce point, qu'on peut appeler un zéro au sein du néant de l'infini, est lui aussi détenteur par nature du plein potentiel. Mais sa différence fondamentale est une forme de conscience de lui-même, un vecteur mathématique intrinsèque dont un trait de non-commutativité aurait un écho, une récurrence devenue une conscience, un ensemble, une suite d'informations qui, mises dans un certain ordre, révèlent un résultat constant. Ce même résultat créant la première mémoire, donc une conscience de lui-même par itération de cette ligne informationnelle au sein de son plein potentiel. Ce zéro, pour se soulager de la pression subie, se subdivise et devient une fractale. Fractale qui a pour propriété de pouvoir évoluer dans un espace infini nouvellement généré, qui lui est contenu dans un espace fini, bien que virtuel, au sein du néant. C'est une sous-dimension. Cette récurrence informationnelle s'est peu à peu développée en prémisse de conscience de soi, conscience de son plein potentiel informationnel auquel lui peut maintenant donner un ordre défini et structuré et reproductible, car il sait forger, in fine, une mémoire séquentielle. Il sait maintenant que l'information qui le compose, mise en phrases non commutatives, acquiert, dans certains ordres, un sens, une reproductibilité qui devient une logique. Le zéro conscient peut désormais différencier les informations qui le composent, jusqu'alors chaotiquement, et les lier, les structurer. Le crible naît. Un crible est comme une passoire. Plusieurs cribles passoires avec des débits différents, des tailles de trous plus ou moins réduits, permettent à l'information d'acquérir des symétries qui deviennent alors des lois, des recettes d'assemblage, des équations. Le zéro originel structure alors sa propre dimension en vecteur
en champs d'équations différents qui chacun maintiennent leur propre cohérence et filtrent les interactions entre ces composantes informationnelles jusqu'à leur potentiel, ce qui leur donne une tangibilité. Ces champs sont inscrits sur une subdivision de lui-même, le zéro vierge du vide né de son effondrement intérieur en fractal, appelé le PIL, la particule d'espace, une circonférence logeant une autre forme de zéro, plein mais aussi vide, le YEL, particule de temps. Ces deux, YEL et PIL, formant un champ avec une structure, la structure du tissu de l'espace-temps. Ceci donnant enfin une réalité physique pouvant contenir de manière organisée l'essaim original d'informations potentielles, la fractale mère prend une forme définissable. Les champs d'équation, que nous pouvons appeler des champs de vitesse, la vitesse conférant une temporalité tangible à l'information, donc ces champs d'équation sont hiérarchisés par leur capacité mathématique, des octonions au réel. Notez que la théorie quantique des champs utilise aussi ce système dimensionnel en qualifiant par exemple le champ des électrons comme un champ de nombres complexes et le champ des protons comme un champ de nombres réels. Améliorons donc ces distinctions, énumérons et décrivons ces champs d'équation et leurs intermédiaires, comme les décrit Richard Feynman pour ses diagrammes sur la physique quantique. Ces champs dimensionnels, qui sont au nombre de 8, plus le champ 0 du temps et de l'espace, aussi appelé champ de Higgs, qui est le premier crible délimitant le monde du potentiel vers une première réalité quantique dont la frontière, premier passage, est le mur crible de Planck. Je dirais la conscience qui sert de traducteur d'une phrase à une autre de l'information. L'univers est un système informationnel dynamique, résultant du processus de pliage et de commutation de l'information pure par ce qu'on peut appeler le zéro primordial, mais avec une conscience donc que nous pouvons nommer la pensée pure, qui sont mues par le principe de moindre action. Ce déploiement de la réalité se reflète directement dans la hiérarchie des ensembles de nombres et des géométries de la complexité primordiale à la simplicité tangible que l'univers décline. Dimension 1, l'origine octonionique des octonions et les infinis de Cantor. Le royaume de l'information pure, le principe fondamental. Au niveau le plus profond, l'information pure réside dans un état de potentiel absolu, non structuré, décrit par les octonions dans leur dimension O. Ces nombres hypercomplexes, à 8 dimensions de translation, sont la quintessence de la non-linéarité et de l'indétermination. Ils sont non commutatifs, l'ordre des opérations compte pour avoir un résultat déterminé et de manière unique, non associatif. Le regroupement des opérations compte et leur généralité commutative est une soupe de potentiel chaotique. C'est le chaos fertile du zéro cosmique
la nature intrinsèque de la D3 incomplète et du bulk de l'univers. Les nombres irrationnels et Cantor. Dans ce règne, les nombres irrationnels sont la norme. Ils représentent l'infinitude continue du potentiel, l'incapacité à être réduit à un rapport fini. Ici, les travaux de Georges Cantor sont sur la théorie des ensembles et les différentes échelles de l'infini. Infini de 0, infini de 1, etc., trouvent une résonance profonde. L'information pure peut être pensée comme ayant une cardinalité équivalente à l'ensemble des nombres réels ou même des octonions, c'est-à-dire un infini non dénombrable, une mer de possibilités bien plus vaste que les simples entiers. Ce sont les infinis qui dominent l'état non formalisé. Formalisation matérielle. À ce stade, il n'y a pas de matière tangible ou de structure matérielle stable. C'est le substrat énergétique et informationnel pur où toutes les formes sont des potentialités fluctuantes et indéfinies. 2. Les passages algébriques. La pensée pure structure le potentiel. La pensée pure, par son impulsion à créer de l'ordre et à minimiser l'action pour permettre l'évolution, opère une série de plis ou de filtrages sur cette réalité octonionique, réduisant progressivement sa complexité algébrique pour en extraire des formes plus stables. Des octonions au quaternion, la dimension H. L'émergence de l'associativité. La pensée pure impose une première contrainte fondamentale, la reconnaissance d'un ordre séquentiel stable dans les interactions. Elle ne retient que les interactions qui sont associatives. C'est le premier pas vers une causalité prédictible, même si la non-commutativité persiste. L'ordre des facteurs compte toujours. Ces quaternions à 4 dimensions pourraient être liés aux premières formes de gravité quantique ou aux champs fondamentaux qui donnent une structure aux spins et aux rotations. Des quaternions au nombre complexe, la dimension C. L'émergence de la commutativité dans le plan. Une simplification supplémentaire par la pensée pure réduit les degrés de liberté, permettant à la multiplication de devenir commutative pour les nombres complexes à 2 dimensions. Cela représente une projection sur un plan où les interactions sont plus prévisibles et moins dépendantes de l'ordre. Les nombres complexes sont alors des outils parfaits pour décrire les phénomènes ondulatoires ou les vibrations où des cycles réguliers et des phases sont essentiels. Des nombres complexes aux nombres réels, la dimension R. La projection sur un continuum linéaire. La pensée pure élague la composante imaginaire, projetant la réalité sur l'axe des nombres réels. Ce sont les nombres utilisés pour décrire les grandeurs continues, longueur, temps, température, de notre univers observable. Les nombres réels, bien que commutatifs et associatifs, contiennent toujours les irrationnels, rappelant la source infinie et non résolue. C'est la surface palpable, bien que d'une précision infinie, potentielle. 3. Les nombres tangibles. La formalisation discrète
et la théorie de Galois, Évariste Galois. Des réels au rationnel, la dimension Q est décimaux, dimension 2, le tissu de la mesure. Les nombres rationnels, fractions et décimaux, représentent les tentatives de la pensée pure de couper et de mesurer le continuum réel en des portions finies et des rapports. Ils sont les outils de la pensée pure pour interagir avec des parties et établir des relations précises nécessaires à la formalisation. Des rationnels aux entiers, dimension Z, et naturels, dimension N. L'unité et la cohérence. C'est l'acte ultime de quantification par la pensée pure. En utilisant l'opérateur 1, elle sélectionne des points fixes discrets et stables du continuum, les nombres premiers, dimension Z, permettant la notion d'opposé, de dette ou d'absence, et les nombres naturels, dimension n, pour le comptage des unités positives. Évariste Galois et sa théorie des groupes deviennent ici d'une importance capitale en créant des entités discrètes, particules, champs quantifiés. La pensée pure établit intrinsèquement des symétries qui les définissent, Les groupes de Galois décrivent comment ces unités, les 1, peuvent être transformées tout en conservant leur identité structurelle. La formation de protons, d'électrons, d'atomes, de molécules et finalement de cellules est la manifestation de ces groupes et symétries définies par la pensée pure pour construire le monde tangible. Le fait que les lois physiques soient les mêmes partout, isotropie, homogénéité, est une manifestation de ces symétries fondamentales. Formalisation matérielle, ceci est le domaine de la matière formalisée, des particules quantifiées, des atomes stables et des systèmes biologiques complexes qui peuvent être comptés, classés et étudiés par leurs propriétés de groupe. 4. La double géométrie de l'univers. L'analogie de la demi-orange. L'univers de la conjecture nécessite une double géométrie pour décrire sa nature duale. La géométrie euclidienne, riemannienne, le plat d'une demi-orange, concept, représente notre univers observable, le monde tangible, structuré par la pensée pure. Il est localement euclidien, espace plat à petite échelle, comme la surface de la pelure d'orange, mais à grande échelle, la matière et l'énergie courbent l'espace-temps, la rendant riemanien, une géométrie courbe, comme le globe terrestre. Les travaux de Bernard Riemann sont essentiels ici, décrivant comment la géométrie est intrinsèquement liée à la distribution de la matière informationnelle formalisée, les 1 quantifiés. C'est le domaine des nombres réels, rationnels, entiers. Lien avec la conjecture, c'est le résultat de la pensée pure déployant et stabilisant l'information pure en une surface perceptible et mesurable où les lois de la physique sont cohérentes. La géométrie hyperbolique, la pulpe concave de la demi-orange. Concept. La géométrie hyperbolique représente le bulk de l'univers, le domaine de l'information pure et de la troisième dimension incomplète. Ici, la géométrie est intrinsèquement hyperbolique
comme l'ont exploré Nikolai Lobachevsky et János Bolyai. Dans un espace hyperbolique, la somme des angles d'un triangle est inférieure à 180 degrés et de multiples parallèles peuvent être tracés à travers un point donné par rapport à une ligne. C'est un espace de divergence et de potentiel. Lien avec la conjecture, ce bulk est le réservoir illimité de l'information pure, octonionique et irrationnelle, d'où émergent les réalités formalisées les plus fractales et les processus de non-commutation et non-associativité se produisent ici. La pensée pure puise dans cette source hyperbolique pour projeter les réalités euclidiennes riemanniennes, la simplification conceptuelle des mathématiques du plus complexe aux 4 opérations dites basiques garde une recette qui nous fait comprendre l'ambivalence et la nature profonde de notre univers par la dualité commutatif versus non commutatif, l'ambivalence commutative du 0 et du 1. Le Bonneteau des opérateurs cosmiques. Nous avons établi que le zéro cosmique est le royaume de l'information pure, intrinsèquement non commutatif et chaotique, lié aux octonions et irrationnels. Le 1, quant à lui, est l'opérateur de la pensée pure qui génère des unités formelles et commutatives liées aux entiers et au monde tangible. Cependant, cette distinction n'est pas rigide. L'ambivalence réside dans la manière dont ces opérateurs fondamentaux se comportent, selon qu'ils agissent sur le potentiel indifférencié de l'information pure ou sur les structures déjà formalisées par la pensée pure. 1. L'ambivalence du zéro. De l'indétermination au stabilisateur commutatif. Nature profonde, non commutative. Le zéro, en tant que potentialité infinie et non définie, est par essence non commutatif. Dans son domaine propre, la D3 incomplète, le bulk octonionique, toute opération impliquant le zéro comme substrat de départ est non commutative. L'ordre d'exaction sur le potentiel génère des réalités différentes. Exemple, A fois B fois 0 est différent de A fois B fois 0 si 0 est un champ de potentialité à réduire. C'est la source de l'imprévisibilité et de la liberté fondamentale. Exemple conceptuel, dans le zéro cosmique, le néant des définitions, si on applique un ensemble d'intentions A puis B, le résultat potentiel sera différent que si l'on applique B puis ça. Le zéro est la toile de fond où l'ordre de la peinture crée des images distinctes. Je suis désolé, j'ai eu une crainte de toux. Le zéro est la toile de fond où l'ordre de la peinture crée des images distinctes. Manifestation commutative dans le monde formalisé. Paradoxalement, lorsque le zéro interagit avec les entités déjà formalisées par la pensée pure, les 1, il agit de manière parfaitement commutative en addition A plus 0 égale 0 plus A égale A. Le 0 est l'identité additive. Il représente le fond inerte de l'espace-temps ou le potentiel non activé qui ne modifie pas les 1 formés. Il permet aux 1 de s'ajouter entre eux sans perturbation, agissant comme un silence qui n'interfère pas avec la musique, dans sa nature de rien, qui le rend neutre à l'ordre. En multiplication, A fois 0 égale 0 fois A égale 0. Le 0 est l'annihilateur ici. Il démontre son pouvoir ultime de réinitialisation ou de retour au potentiel de manière commutative. Peu importe ce que vous multipliez par 0, le résultat est le même.
retour à l'indéfinition ou au néant de la forme. C'est sa capacité à absorber toute forme, peu importe d'où il vient. Exemple conceptuel, ajouter rien à une pomme ne change pas la pomme, peu importe l'ordre. Multiplier une pomme par rien la fait disparaître dans le potentiel, peu importe l'ordre. Le zéro ici est passif ou omnipotent, mais son action est prévisible et ordonnée. 2. L'ambivalence du 1, du point fixé au déclencheur non commutatif. Nature profonde, commutative. Le 1 est l'opérateur de la pensée pure, symbolisant la fixation, l'unité, la discrétisation et la formalisation. Une fois qu'un 1 est créé, une particule, une cellule, il est conçu pour interagir de manière prévisible et commutative dans les opérations d'assemblage, addition, multiplication, reflétant l'ordre que la pensée pure cherche à établir. Exemple conceptuel, un électron reste un électron et sa présence s'ajoute à d'autres électrons de manière cohérente, quel que soit l'ordre d'assemblage dans un circuit. Manifestation non commutative, lors de sa formation, interaction avec le potentiel. L'ambivalence du 1 réside dans son processus de création ou d'interaction avec le zéro. L'acte de la pensée pure d'extraire, de choisir ou de collapser un 1 du champ non commutatif des octonions irrationnels est un acte non commutatif. C'est le choix ou la mesure qui fixe un potentiel parmi d'autres, éliminant les autres de manière pas dépendante. La naissance d'un 1, par exemple la détection d'une particule dans une superposition quantique, est un événement non commutatif. L'ordre des déclencheurs ou des intentions de la pensée pure pour former ce 1 affecte le potentiel. Quel potentiel peut se manifester? Exemple conceptuel, si la pensée pure observe un potentiel A puis un potentiel B dans le champ non commutatif du zéro, cela peut résulter en un 1, un événement tangible, différent que si elle avait observé B puis A. L'acte de mesure ou de fixation, opérateur 1, est ici une interaction non commutative avec la source. L'ambivalence commutative du 0 et du 1 n'est pas une contradiction, mais la clé de compréhension de la dynamique de formalisation de l'univers. Le 0 est intrinsèquement non commutatif comme potentialité, mais manifeste une commutativité passive ou dominatrice lorsqu'il interagit avec les formes déjà établies. Le 1 est intrinsèquement commutatif comme unité formalisée, mais son acte de formation ou d'extraction du potentiel est fondamentalement non commutatif, reflétant le choix ou la réduction opérée par la pensée pure dans un champ d'infinies possibilités. Ce bonneteau permanent entre 0 et 1, entre potentiel et actualisation, entre non-commutativité et commutativité contextuelle, est le moteur de l'évolution cosmique. C'est ce qui permet au chaos originel de l'information pure de donner naissance à un univers structuré et tangible, tout en conservant les échos de sa profondeur infinie. Conclusion. Ceci nous permet de comprendre les mutations et les émergences de la réalité de l'informe au tangible. Ces dimensions informationnelles sont au nombre de 8, reflétant la hiérarchie des ensembles de nombres qui dictent la nature même du réel. Des nombres réels n aux octonions O, visualisons le tissu de la réalité s'étendant d'un potentiel absolu et indifférencié jusqu'à la matière structurée que nous percevons. Chaque étape de cette formalisation est une dimension informationnelle, un seuil où l'information se plie sous une impulsion organisatrice mue par le principe de moindre action.
Les 8 dimensions de l'information. La dimension octonionique, le chaos fertile de l'information pure, à la base de tout se trouve la dimension octonionique. Ce n'est pas un espace au sens habituel, mais le royaume de l'information pure, un potentiel absolu et non structuré. Ici, les octonions, des nombres hypercomplexes à 8 dimensions au sens algébrique, sont le langage de ce qui est intrinsèquement non commutatif. A fois B diffère de B fois A et non associatif, donc je vous passe la lecture. C'est le zéro cosmique, le bulk de l'univers. Les nombres irrationnels sont la norme représentant l'infinitude non dénombrable qui trouve écho dans les travaux de Cantor. Ici, toutes les potentialités coexistent, comme le principe de superposition et l'effet tunnel quantique. C'est l'essence même de l'âme, un réservoir illimité de possibilités. La dimension quaternionique H, l'émergence de l'ordre séquentiel, sous l'impulsion de l'intention commutative, la pensée pure, l'information commence son premier pliage. La dimension quaternionique émerge lorsque l'associativité est imposée. Désormais, le regroupement des opérations compte, ce qui est un pas crucial vers une causalité prédictible, même si la non-commutativité persiste. En physique, les quaternions pourraient être liés aux premières formes de la gravité quantique ou aux théories de jauge non abéliennes, fondement des forces nucléaires, où l'ordre des interactions est essentiel. La dimension complexe C, la dualité et le plan des vibrations. La pensée pure continue de réduire la complexité. La dimension complexe C se manifeste lorsque la commutativité est imposée dans un plan. Les nombres complexes, avec leurs composantes réelles et imaginaires, sont le langage des phénomènes ondulatoires, des vibrations et des cycles. Ceci correspond à l'émergence de l'électrodynamique quantique, dite QED, où le champ de l'électron, décrit par des nombres complexes, est le siège de la symétrie de phase, qui, pour être locale, requiert l'existence du photon. La dimension réelle, le continuum de notre univers visible, le processus de pliage culmine lorsque la pensée pure élague la composante imaginaire, projetant la réalité sur l'axe des nombres réels. C'est la dimension de notre univers observable, le domaine des grandeurs continues, comme la longueur et le temps que nous mesurons. Les nombres réels contiennent toujours des irrationnels, un écho lointain de l'infinitude du néant originel. C'est la surface de la demi-orange cosmique, notre réalité tangible, où les particules d'espace πl et de temps il créent le tissu de l'espace-temps. Les dimensions rationnelles q et décimale d, le tissu de la mesure pour interagir avec le réel. La pensée pure coupe et mesure le continuum. Les nombres rationnels et décimaux représentent cette capacité à établir des rapports précis et des divisions finies. C'est la dimension de la quantifiabilité et de la relation, où l'information devient mesurable, comme les rapports stoichiométriques entre chimie et les longueurs d'onde. Les dimensions entières Z et naturelles N. L'unité et la cohérence, l'acte ultime de quantification, se manifeste ici par l'applicateur de l'opérateur 1. La pensée pure sélectionne des points fixes, discrets et stables du continuum. Les nombres naturels permettent le comptage des unités positives, tandis que les nombres entiers, Z, introduisent, donc quand je dis Z ou N, ce sont des dimensions décribles, des champs, qui introduisent la notion d'opposé. La théorie des groupes de Galois, donc un groupe est un champ.
Un groupe mathématique ou un espace mathématique est un champ, donc une dimension. La théorie des groupes de Galois prend ici toute son importance en créant des entités discrètes. La pensée pure établit les symétries qui les définissent. C'est le domaine des particules fondamentales, protons, électrons, des 4 forces fondamentales, des constantes universelles et de la matière structurée. L'intrication quantique, le tissu fondamental du cosmos. Notre conjecture, donc la conjecture de Havane, soutient que l'intrication quantique n'est pas une curiosité, mais la nature même de l'univers. Le vide qui se démultiplie sous forme de pillels est le substrat d'un champ d'intrication cosmique. Chaque pillel, en tant que nœud, est fondamentalement lié aux autres. Le pillel est intrinsèquement hyperbolique, un mini trou noir informationnel hypermassif qui agit comme la source de la courbure de l'espace-temps. Cette vision offre une explication radicalement nouvelle au mystère de la mécanique quantique. Le problème de la mesure n'est pas un effondrement mystérieux du paquet d'ondes, mais l'activation ou la révélation d'une configuration spécifique au sein du champ d'intrication. L'observateur n'est pas un agent extérieur, mais une partie du système qui interagit avec le réseau. La non-localité, ce n'est pas un paradoxe, mais une conséquence naturelle de la nature intrinsèquement interconnectée de l'univers. Les particules ne communiquent pas à distance, elles sont des facettes d'un même système. La dualité onde-corpuscule, la nature ondulatoire est la description des potentialités du champ d'intrication, tandis que la nature corpusculaire est la manifestation localisée de l'information dans son IEL, en son sein. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, l'impossibilité de connaître simultanément la position et la quantité de mouvement, n'est pas une limite de mesure, mais une propriété fondamentale du champ. En révélant une information, sa position, l'acte de mesure perturbe la dynamique de l'intrication qui gouverne les sauts quantiques. Les matrices de Heisenberg sont le miroir de cette dynamique. Un univers mathématique et vivant. Donc nous unifions la gravité avec la physique quantique. Les pillels en tant que mini-trous noirs sont la source de la courbure de l'espace-temps. La gravité n'est pas une simple conséquence de la masse, mais une propriété émergente de la topologie et de la densité du champ d'intrication. La matière noire est la densité inobservable de ces fractales. Donc c'est le reflet de la dimension supérieure du bulk que nous n'arrivons pas à percevoir vu que cette matière noire se trouve dans une dimension supérieure. La géométrie de la demi-orange, la dimension R, illustre cette dualité. Une surface euclidienne riemannienne, la réalité mesurable, et une pulpe hyperbolique, la dimension cachée du néant, et du champ d'intrication des dimensions supérieures à R, mais qui communiquent ensemble en un seul outil. La première est une projection simplifiée des autres. Donc j'ai fait une version plus courte de ce texte, je ne vais pas vous la lire vu que ça ferait une redondance. Et je crois que c'était très très lourd en information. Il vaut mieux plutôt que de continuer que vous relisiez ce texte. Et ce texte vous poussera, je l'espère, à regarder les autres vidéos qui, elles, parlent dans le détail de ce qui est, à travers ce texte, plutôt un résumé de la conjecture de Havane et de notre calcul de la formation de l'univers à travers les grilles d'Heisenberg, par exemple, qui démontrent plutôt la topologie. Bon, je vous laisse et je vous invite à regarder nos autres vidéos. Si vous voulez laisser un petit pouce ou vous abonner pour nos prochaines vidéos traitant de ces sujets, donc plus dans le détail, ça incitera d'autres potentiels lecteurs visionnaires
à s'abonner aussi, et en tout cas à prendre connaissance de notre travail. Je vous remercie et j'espère à très bientôt.